Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est une vidéo qui est là pour célébrer, on va dire les 15 000 abonnés. 15 000 c'est énorme, 15 000 je pensais jamais les atteindre et c'est pas du genre à la nana non mais je pensais vraiment pas atteindre les 15 000 abonnés. Non, je suis une chaîne de livres déjà sur internet, donc c'est pas forcément ce qui marche le plus. Et en plus spécialisée, je fais pas beaucoup de young adulte, je fais pas les trucs qui fonctionnent, donc merci beaucoup. Merci pour la confiance, merci la famille, non. Mais merci de me suivre et de trouver toujours de l'intérêt à la chaîne. J'essaye voilà, de susciter encore de l'intérêt, mais c'est vrai que c'est pas toujours facile. Et merci pour vos avis, de suivre la chaîne, d'être aussi présent et de me soutenir même dans mes projets. Merci beaucoup. Cette FAQ va être séparée en deux parties. La première partie, c'est Me, Myself and I. Donc moi et moi-même. Non, c'est moi, le rythme, la chaîne, mon rapport à la lecture par exemple, des trucs un peu plus personnels. Donc les trucs personnels seront plutôt en fin de vidéo parce que je sais que ça intéresse pas tout le monde, hein. Et heureusement en même temps. Et la deuxième vidéo sera une vidéo vraiment axée sur mon métier d'écrivain. Avec des grands guillemets. Et la maison d'édition, bref, cet autre pan. J'ai eu beaucoup de questions, il y a plein de questions auxquelles j'ai pas pu répondre. Il y a eu des questions aussi, j'ai fait le choix de pas répondre, notamment beaucoup plus dans la deuxième vidéo au sujet de la maison d'édition, parce que clairement il y a eu des questions un peu déplacées, voire beaucoup déplacées, voilà. On en parlera, mais ça m'a même fait rire de penser qu'il y a des gens qui osent poser la question, mais bref. La première question, et vraiment merci beaucoup de la poser, c'est est-ce que ça va avec tout ce qui vient de se passer, la création de la maison d'édition, la sortie du roman, la chaîne, bref, est-ce que ça va ? On était sur un ça va Imhotep, voilà. J'ai été extrêmement enjaillée du mois de juillet, de la sortie on va dire, jusque milieu septembre. Et en même temps j'ai du mal à me dire que je vis ma meilleure vie, même si c'est vrai, j'ai du mal à me le dire parce que la période n'est pas du tout propice pour ça. Contrairement à des gens qui peuvent s'échapper en fait de ce qui se passe actuellement par leur métier ou par leur famille ou différents. Moi, ma situation familiale, ma situation d'entreprise, je peux pas y échapper à ce constat, et ce qui fait que c'est hyper anxiogène, comme tout le monde, hein. Je pense qu'on est tous là dans un mood bof, à part bien sûr Panzani et... et les rouleaux de PQ, hein, ça se porte bien. Mais voilà, il y a ça, et je fais partie des gens, à cause de ma situation personnelle, qui ont fait le choix de ne plus avoir de contact presque social, physique avec leurs amis, et ce depuis plusieurs mois. J'ai très peu vu mes amis depuis le début de l'année. Même là, je n'ai pas vu mes amis depuis plusieurs mois, pour certains, et ce qui fait que c'est pesant, on va dire. C'est mon choix parce que y a une responsabilité que je veux pas avoir, ce qui fait de transmettre. Donc voilà, c'est beaucoup de choses qui sont anxiogènes, c'est normal, donc je suis hyper heureuse du genre, mon métier me fascine, mais au niveau mood personnel, c'est pas toujours, est-ce que je pense que là, en plus avec le confinement, ça va pas non plus être ouf de chez ouf, hein. Mais la seconde question est aussi liée à ça, c'est est-ce que tu es fatiguée ? Oui, ça se voit, je le sais, je suis au courant, plusieurs personnes me l'ont signalé, et c'est parce que j'ai un visage de junkie déjà de base, je ne me maquille pas, je ne me maquillerai jamais, et surtout pas je me maquillerai pour la caméra, donc forcément que j'ai une tête un peu comme ça, mais comme tout le monde, on est tous fatigués de la situation, pour les gens qui n'ont pas pris de vacances depuis longtemps, c'est pareil, ce qui fait que voilà, je fais énormément de choses, j'ai plein de casquettes, donc c'est normal, mais tout va bien, mais je pense que là, pour l'instant, on est tous dans le même état. Alors le rythme de lecture, c'est quelque chose qui vous fascine. A priori, c'est quelque chose qui fascine beaucoup de gens. J'ai énormément de questions. Je crois que c'est une des questions qui revient le plus. J'en ai déjà parlé, mais je préfère redire parce que ça a l'air d'être vraiment votre truc, là, le rythme de lecture. Donc cette année, c'est assez exceptionnel. Le 2 novembre, j'ai lu 168 livres et j'ai pris en compte les quelques comics que j'ai lus. Ça fait très longtemps que je n'ai pas lu autant. Oui, ça fait très longtemps. D'habitude, je suis toujours à 110, 120 lectures par an, on va dire. Là, ça s'explique tout simplement que je travaille de chez moi, que je dors pas beaucoup en ce moment et depuis plusieurs mois, que je m'organise, je veux dire, j'ai plus de transport en commun, donc en fait, le temps que je mettais dans les transports en commun, je lis, et voilà, je lis beaucoup, et la situation telle, depuis quelques mois, il y a eu le confinement, tout ça, j'ai lu plus, ce qui est logique. Quand t'as plus de relations sociales ou t'en as beaucoup moins, bah, faut bien que tu t'occupes.
Souvent on me demande comment je fais pour le rythme de lecture, alors faut déjà savoir que je lis beaucoup plus vite que la normale, ce qui est tout à fait explicable par mon métier. En général les gens qui travaillent dans l'édition lisent vite parce qu'on n'a pas le choix, on a des deadlines et je fais de la lecture rapide, voilà, je sais pas, je l'ai acquis comme ça donc je peux pas donner de conseils, c'est venu comme ça chez moi. Et faut dire que le matin, si je suis levée à 6h par exemple, bah jusqu'à 7h30, 8h je vais lire. Souvent c'est ça. Pas forcément des livres, mais parfois ça m'arrive de lire des fanfictions, je lis des choses, tu vois, les journaux, les trucs comme ça. Le midi, ça m'arrive de lire quand je suis toute seule pour manger, parce que la télé, des fois je suis pas motivée. Et après le travail, je lis pas. En fait, je vais regarder un peu une série, et puis les infos en général jusqu'à 20h. Souvent je lis aussi en regardant les infos. Et en fait, de 20h jusqu'à 23h, je lis. Je regarde tout. C'est très très rare que je regarde la télé le soir. Je lis en regardant la télé aussi. Bref, voilà, c'est un peu comme ça. Le week-end, je lis beaucoup. Là, c'est une question d'organisation et je tiens à vous le dire, j'ai une situation qui fait que je peux lire beaucoup. Je n'ai ni enfant, ni homme ou femme à gérer et j'en suis très contente. Donc, ce qui fait que j'ai beaucoup de temps pour moi et ça, c'est cool. Quand t'es une mère ou un père de famille, je veux bien comprendre que tu vas pas t'asseoir et dire à tes enfants « Allez jouer pendant que je lis », tu vois. C'est ma situation, c'est un choix personnel que j'ai fait aussi, hein, faut te dire. Donc voilà, mon temps d'organisation de temps libre, en fait, il est souvent le même. Hein. J'ai du temps libre un peu le matin, j'ai du temps libre sur l'heure du midi, on va dire quand je mange, et j'ai du temps libre le soir, puis le week-end, j'ai que ça, du temps libre, j'ai que ça. Question ensuite qui n'a rien à voir, c'est que penses-tu des livres audio? Alors j'adore les livres audio, j'en ai pas écouté beaucoup parce que je les écoutais illégalement, voilà. J'ai écouté tous les Harry Potter en livre audio quand je bossais l'année dernière, parce que quand tu fais des trucs manuels ou des trucs comme ça, t'as pas besoin de réfléchir, tu écoutes des livres. J'ai beaucoup aimé, je trouve le livre audio quelque chose de très sympa, mais problématique, le livre audio, vous savez qui est leader du livre audio, donc c'est problématique quand tu es engagé contre eux. Le fait que le livre audio, en fait, pour le ménage, pour tout ça, moi j'écoute plutôt des vidéos YouTube ou vous savez, les trucs d'horreur, tout ça sur YouTube, ce qui fait que c'est un peu du livre audio aussi, on vous raconte des histoires. J'ai des potes qui les écoutent en conduisant, mais moi je peux pas parce qu'en fait je suis quand même concentrée sur l'histoire et j'aurais peur de pas être concentrée sur la route. Mais le livre audio, je trouve ça super pour les gens, déjà les gens qui sont aveugles. Voilà, si t'es pas sourd, c'est quand même pratique. Pour les enfants, ça évite de prendre les écrans et je trouve ça vachement bien qu'on puisse mettre en avant, voilà, l'écoute plutôt que le visuel. On sait très bien que c'est pas bon pour leur santé. Même nous, c'est bien de décrocher des écrans aussi. Donc ça, c'est cool. Ça permet de pouvoir avoir des moments de lecture à des moments où tu n'aurais pas le temps avec un livre. Typiquement pendant que tu fais le ménage, tu vois. Ça, je trouve que c'est vachement bien. Ça permet de découvrir. Et personnellement, moi, j'adore qu'on me raconte des histoires. Je suis extrêmement sensible aux voix. C'est pour ça que j'écoute, j'aime bien les podcasts, j'aime bien comme ça. Et c'est pour ça que sur YouTube, c'est aussi un problème. Il y a beaucoup de chaînes que je ne suis pas, notamment sur BookTube ou même sur YouTube en général, parce que j'ai un problème avec la voix des gens. Je suis quelqu'un très sensible là-dessus. Et souvent, les vidéos, je ne les regarde pas, je les écoute. Ce qui fait que, à part quand, ouais, faut les regarder parce que c'est censé, mais le truc c'est que la voix, je trouve que c'est vraiment un moyen puissant, et le livre audio, j'espère que ça va continuer à se développer, mais je trouve que c'est un super bon outil, même pour les personnes âgées qui ont du mal à lire, tout, je trouve que c'est vraiment bien. Après, le problème c'est que c'est assez cher, on va dire c'est une trentaine d'euros en général, et que le leader c'est toujours le même. Donc voilà, on en revient toujours au même problème. Ensuite, on va parler vite fait de mes études, parce que je sais qu'il y a une vidéo qui va sortir, je pense, d'ici janvier-février sur mes études. C'est quelque chose où on me pose souvent la question, et je sais qu'il y a plein de gens qui sont perdus un peu dans leurs études ou qui veulent avoir des conseils. Est-ce que j'ai fait un mémoire recherche? Alors non, et c'est extrêmement choisi de ma part. Ça s'est posé, on m'a proposé de le faire avec beaucoup d'insistance à la fac de lettres, parce que du moment que tu as des bons résultats, les profs veulent que tu fasses un mémoire recherche, parce que c'est bénéfique pour l'université, c'est bénéfique pour eux aussi d'avoir, voilà, un élève qui est plutôt bon et qui peut continuer dans leur visée, on va dire. Donc non, je n'ai pas fait une mémoire de recherche pour plusieurs raisons, parce que la première évidente, c'est que je voulais faire de l'édition, et que l'édition, je voulais aussi travailler, je voulais avoir de l'expérience, je voulais faire de l'alternance. C'était très important pour moi de rentrer dans le milieu du travail, parce que les études c'est bien, mais en même temps quand t'as qu'un diplôme, pour trouver du boulot après c'est un peu compliqué. Donc voilà, c'était mon premier choix. Et aussi le fait que le master recherche, j'en ai parlé avec des gens qui ont fait des masters recherche en littérature, les sciences humaines je parle, parce que tu peux très bien, c'est totalement opposé dans les
les sciences, on va dire, les mathématiques, tout, c'est tout à fait différent. Il n'y a pas d'argent. Voilà, il faut le nommer. Donc quand tu fais un master recherche, en général, c'est pour faire un doctorat. Et à quoi ça sert si tu peux pas être rémunéré? Bref, il n'y a pas de sous. Par contre, on m'a proposé de faire un doctorat recherche après mon master d'édition. Que j'ai refusé pour les mêmes raisons, c'est pas financé, et que certes ça t'offre des perspectives d'avenir beaucoup mieux. Moi ça m'intéressait de faire un mémoire recherche, mais typiquement j'avais envie, bon déjà j'avais le projet de la maison d'édition qui me tentait, et c'était le but de la fin de mes études, et le fait que si c'est pour faire 9 ans d'études et qu'à la fin tu sois payé un SMIC, ou que tu dois galérer pour avoir du travail, que t'as pas de débouché, que l'université, moi j'ai entendu des profs qui m'ont dit que d'ici 30 ans, tout sera en télétravail, il y aura un prof qui donnera un cours dans la France entière. Bref, il y a plein de choses qui font que sur l'avenir, je n'ai pas vraiment confiance en la recherche, on va dire. C'est essentiel et je trouve ça super que des gens le fassent, mais moi, ça ne correspondait pas à ma vision d'avenir, on va dire. Même si je pense que ça m'aurait vachement plu, et que j'avais des profs très motivés pour ça, et j'ai eu une mauvaise expérience, j'en parlerai dans cette vidéo-là, à la suite du fait que j'ai rejeté le mémoire recherche. Et quels ont été les cours les plus intéressants à la fac de Rouen? Alors faut savoir que moi j'ai fait 3 études différentes, j'ai fait du droit, j'ai fait des lettres, et j'ai fait donc un master édition. Le droit, j'ai abandonné de moi-même. J'ai eu ma première année et donc j'ai passé ma seconde année, j'en avais strictement rien à faire. Je détestais ça du plus profond de mon âme. Même la première année, je détestais ça, mais je me suis accrochée parce que comme il y a plein de gens qui sont recalés en première année, ça m'a fait culpabiliser de renoncer à des études alors que des gens n'avaient pas été acceptés. Tu vois totalement le truc de l'imposteur, voilà. Et donc en droit, je dois dire qu'il y a un seul cours qui m'a vraiment plu, c'est Histoire du droit. Donc en fait, c'est l'histoire du droit en général, de l'Antiquité par exemple, même voilà, de l'Antiquité jusqu'à nos jours. C'était un cours passionnant et la prof était géniale. Et par contre, je pense qu'on va plus parler de lettres, c'est plus en sujet avec la vidéo. En fait, mes meilleurs cours, on va dire, de lettres ont été en première année. Parce que les lettres, tu sais, en première année, c'est vachement bien, venez vous inscrire. Et après, plus t'avances, t'es en mode, je me suis fait douiller. Voilà. Mais je pense que bon, déjà, il y a eu mon cours sur Gabriel Garcia Marquez et Tolkien, qui était la magie en littérature. Donc voilà, c'était déjà un cours. Les textes m'ont beaucoup plu, même si le prof était intransigeant. J'ai adoré mon cours sur les littératures des Amériques. Donc en fait, c'était un cours avec une prof extraordinaire qui était en plus hyper ouverte d'esprit. J'adorais cette prof qui nous enseignait donc les littératures des Amériques, la littérature canadienne. Donc ce cours de littérature des Amériques, on abordait aussi les littératures des Caraïbes. Et ce qui est super bien, c'est qu'on étudie la francophonie. On n'est pas auto-centré sur la littérature française écrite en métropole, en France, et c'était génial, j'adorais ce cours. En clair, en lettres, j'ai quand même passé il y avait quand même de bons cours. J'ai eu aussi un cours sur la guerre, donc la première guerre et la seconde guerre mondiale, et les littératures, les témoignages pendant cette période-là. Moi, personnellement, j'ai adoré l'ancien français et la littérature médiévale. Dans tous les cours que j'ai eu, j'ai adoré la littérature médiévale. Et même si Fifi était un petit peu loufoque, c'était le nom du prof qu'on lui donnait, c'était un cours qu'on avait sur l'Antiquité et sur les textes anciens. Moi, j'ai pas fait latin, j'ai choisi l'autre. Et c'était exceptionnel, mais personnellement, moi, j'aimais quand même bien ces cours, c'était drôle et passionnant. Et le cours de Montaigne était très bien aussi, parce que le prof était bon. En fait, du moment que le prof est bon, tout peut être intéressant. Je pars de ce principe-là. Alors que j'ai eu des sujets hyper intéressants, comme les séducteurs, par exemple, ou les séductrices. En soi, le cours était plutôt pas mal, mais la prof était tellement pas terrible que ça aurait pu être beaucoup mieux. Ensuite, on passe à des questions plutôt liées à la chaîne. Donc, pourquoi j'ai lancé ma chaîne? Voilà, c'est une question bête et basique. Tout simplement parce que dans mon entourage, les gens le lisent, mais ils ne lisent pas du tout d'imaginaire. Je connaissais très peu de personnes qui lisaient de l'imaginaire. Quand j'ai débuté ma chaîne, je crois que c'était après mes études de droit, donc quand je suis rentrée en lettres. Et c'est là, à partir de ce moment-là, que j'ai rencontré des personnes qui avaient d'autres horizons littéraires. Mais c'est vrai que j'avais pas grand-chose à faire. J'aime beaucoup être derrière la caméra plutôt que devant, mais j'aimais déjà beaucoup prendre des photos et filmer ce qu'il y avait autour de moi, ce qui fait que en fait ça a converti les deux, et que voilà, en fait je voulais tenir surtout un journal de bord de lecture à la base, parce que je lisais beaucoup et c'était un moyen pour moi aussi de garder une trace, parce que je me rendais compte qu'il y avait des livres, je me souvenais plus vraiment de mes avis, je me souvenais de mes lectures, mais je me souvenais plus ce que j'avais ressenti à un moment, et je trouvais ça sympa de pouvoir les figer. Et surtout parce que moi je suis des chaînes Booktube depuis que j'ai 15 ans, même 14 ans, et que ça me faisait très envie et que je me sentais la maturité de le faire. J'aurais jamais fait ça en étant mineure.
je le sais très bien, mais je me sentais prête, et prête pour affronter les commentaires aussi. Bref, je me sentais bien, c'était le moment parfait, et en plus j'avais beaucoup de temps en fac de lettres, donc voilà, c'était tous ces... Ensuite, une question qui est très intéressante, qu'est-ce que tu préfères sur la chaîne, c'est-à-dire le lien avec les gens, la création de contenu? Alors, je veux pas brusquer les gens, mais personnellement, ce que je préfère le plus, moi, c'est la création de contenu. Parce que comme je vous ai dit, la chaîne, au début, je l'ai fait pour moi et uniquement pour moi, c'est-à-dire faire ça comme un carnet de bord, comme, voilà, le fait de partager mes lectures, de garder une trace et de travailler aussi mon argumentation et ma capacité à improviser, parce que je n'écris que très rarement mes vidéos, j'écris jamais mes updates lecture et tout ça. Donc voilà, c'était pour ça. Après, le lien, c'est quelque chose que j'adore aussi. Voilà, on en crée. Alors, plus il y a de monde, plus c'est un peu difficile de créer du lien avec des nouveaux. Même si, bah, là, voilà, on discute. Le lien, je l'ai plutôt sur Instagram plus que sur YouTube. Parce que sur Instagram, c'est plus décomplexé. J'ai moins de gens pas toujours très agréables. Instagram fait le tri. Et c'est vrai que c'est sur là-dessus que je parle le plus. Donc, si vous voulez me suivre, moment auto-promo, mais Instagram, voilà, c'est les mots de l'imaginaire. Mais en soi, ce qui restera toujours le plus important pour moi, c'est la création de contenu, parce que sans création de contenu, bah, la chaîne elle s'arrêterait, même si le lien c'est le deuxième truc et que véritablement ça me fait du bien de parler avec des gens, parler de littérature, et c'était aussi le but de la chaîne, de rencontrer des gens, mais les deux sont importants pour moi, mais pour ce qui me plaît le plus, on va dire, c'est la création de contenu, parce que sans création de contenu, il n'y a pas de lien, tu vois. J'aurais du mal à avoir du lien si je fais jamais de vidéo. C'est bête à dire, mais si je fais pas de vidéo pendant des mois et des mois, le lien il est un peu cassé. Alors quels sont tes prochains projets pour la chaîne YouTube? Alors j'ai plein de projets, le problème c'est que je suis très occupée. Voilà, comme je vous ai dit, j'ai plusieurs casquettes à côté, ce qui fait que la chaîne, je mobilise du temps, mais je peux pas non plus mobiliser du temps, c'est vu ce qu'on gagne avec YouTube, vu ce que je gagne personnellement avec YouTube, c'est pas possible de mobiliser trop de temps non plus pour la somme d'argent que ça te rémunère, même si c'est ta passion, voilà. Il y a un moment, la passion ne veut pas dire que non plus que tu dois pas être payé, c'est quelque chose qui est important aussi. Et donc pour la chaîne, on va partir sur les mêmes concepts, je vais continuer les vidéos, simplement je vais instaurer le live tous les mois parce que c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. J'hésite à me mettre sur Twitch plutôt que sur YouTube, parce que Twitch, je trouve que c'est plus sympa pour faire les lives et tout ça, et que c'est une communauté que je découvre et que j'aime beaucoup. Voilà, et j'ai un projet, je vais pas trop vous en parler parce que j'ai toujours peur qu'on me pique mes idées, parce que ça arrive quand même souvent, voilà, pas forcément à moi, mais que je vois autour que les idées sont quand même reprises assez vite. Donc j'ai une idée de prochaine vidéo, alors ça demandera un peu plus de préparation. La seconde question, c'est est-ce que tu aimerais faire des collaborations avec des youtubeurs, booktubeurs, et avec qui? Alors moi j'aimerais beaucoup, c'est un truc que j'aimerais développer. Bon, la pandémie, c'est pas possible pour l'instant. Bref, voilà, mais c'est quelque chose, moi j'aime beaucoup. J'ai jamais fait. Je sais avec qui je voulais la faire, et pas forcément avec des gens de mon milieu spécifique. C'est-à-dire que, bon, les livres ouverts avec Michaela, je pense que ça serait intéressant, parce que comme on lit de la fantasy, mais pas forcément la même chose, ni dans la même langue forcément, on n'a pas du tout démarré de la même manière non plus, donc c'est cool. Donc il y a, en fait c'est les gens que j'aime bien avec qui je vais faire des collabs. Il y a Cornelius et Pepper Palace parce que j'adore leur contenu, il y a Lolifant parce que j'adore son contenu, qu'elle est passionnante, et voilà, il y a Maureen du Bazar de la littérature. Et par exemple des gens comme Nina Quill parce que Nina je la suis depuis ses débuts presque, et que c'est quelqu'un que j'apprécie, mais surtout parce que c'est quelqu'un qui a une vision différente de la littérature que moi, dans sa manière de consommer, même dans son genre. Et en fait c'est ça, c'est de trouver aussi d'autres gens qui lisent pas forcément l'imaginaire, et ça pourrait être intéressant. Le problème des collabs, c'est comme sur YouTube, c'est que tu sais jamais si c'est sincère ou pas. C'est pas forcément des collabs qu'on me demande de faire, on me demande souvent de faire la promotion, mais voilà, j'ai toujours peur que ça soit dans un sens. Et il y a Alexandra Boukina Prada aussi, tu vois, ça me ressort là, mais des gens dont j'apprécie le contenu en fait. Mais j'en ai sûrement oublié, mais voilà. Mais tu sais jamais avec les collabs si c'est fait pour faire de la promotion ou si c'est fait avec bonnes intentions ou pas. Bon, avec ces gens-là, non, mais tu sais pas sur qui tu peux tomber, on va dire. Ensuite, une question trop intéressante. Envisages-tu faire des vidéos avec des professionnels de l'édition du livre? Alors oui, parce que même si c'est mon métier, il y a des métiers comme les imprimeurs, il y a des éditeurs qui publient pas du tout la même chose que moi, l'édition scientifique, l'édition de livres pratiques, c'est des choses que j'ai vues en cours, c'est très très différent. Le livre photo, de la BD, du manga, c'est des choses qui sont très différentes, et c'est pas du tout les mêmes rythmes de publication. Voilà, même en fonction des pays, c'est pas la même chose. Il y a les distributeurs, les diffuseurs, les agents littéraires, les auteurs, bref, il y a plein de choses qui seraient intéressantes. Après, moi j'ai pas de budget pour la chaîne,
Voilà, et surtout j'ai pas le temps pour faire ça, mais c'est vrai que je pense qu'un jour j'essaierai de faire des choses, je pense que ça a déjà été fait aussi, j'ai toujours peur que ça ait déjà été fait et que ça vous intéresse pas non plus énormément, je sais pas trop. Je sais pas si le milieu de l'édition c'est quelque chose qui intéresse vraiment les gens en fait, mis à part le fait qu'ils veulent savoir comment se faire publier, tu vois. Je sais pas si les métiers en soi ça les intéresse vraiment. Prends toujours le même plaisir à faire des vidéos. Alors oui, parce que je vais être très claire, si je ne prends plus du plaisir à faire des vidéos, j'arrêterai les vidéos. Moi je me force jamais à faire les choses, c'est quelque chose, ça me pose même des problèmes, mais je ne me force jamais à faire des choses. C'est un des trucs que je préfère. J'adore faire des updates lecture et filmer, parler de livres. En fait, je parlerai de livres toute ma vie, ça me dérangerait pas. Je fais partie des gens que si Booktube on était rémunéré par les partenariats, si on pouvait vivre décemment de Booktube, je ne ferais que ça parce que j'adore véritablement chroniquer ça et j'ai pas honte du tout de le dire. Il y a des gens que voilà, mais j'ai pas honte, sauf que l'État en soi, Booktube, on ne peut pas vivre de Booktube à part certaines, et elles vivent pas forcément de Booktube mais d'autres plateformes, et voilà, elles ont des partenaires, elles ont fait de la télé ou d'autres choses. Mais en soi, tu es booktubeuse, tu ne peux pas vivre de ton métier pour l'instant. C'est un métier, hein, de lire les livres, de les chroniquer, si tu fais une chaîne assez complète et régulière et avec du contenu un peu poussé, c'est du contenu, quoi. Même les autres, mais c'est quand même de la recherche. Mais en soi, moi j'ai été rémunérée une fois pour un partenariat. Voilà, c'est pas possible en soi de vivre pour l'instant de YouTube. Et malheureusement, je ne pense pas qu'on va avoir une évolution aussi vite que le maquillage parce qu'on n'a pas du tout le même poids. Les blogueurs et les youtubeurs et tout ça, on est quand même considérés par beaucoup d'entre eux comme des trucs qui sont juste des panneaux publicitaires, pas intéressants et qu'on rémunère pas parce que ça vaut pas le coup pour eux. Mais ça changera peut-être un jour, mais moi je suis pas... Il y a plein de gens qui sont hyper en mode oui ça va changer, moi je suis pas forcément très convaincue que ça va changer. Ensuite une question, comptes-tu faire des vlogs de voyage? Alors les vlogs je vais continuer, le truc c'est que les vlogs ça va changer à partir de février-mars 2021, je vous le dis déjà, mais les vlogs j'en ferai toujours assez peu souvent, hein. Je vais pas faire des daily vlogs ou des trucs comme ça parce que je filmer ma vie franchement... C'est pas très intéressant, mais j'aime bien le format, j'aime bien regarder chez les autres, j'aime beaucoup ça. Après, ça va changer, comme je vous dirai, je vous tiendrai au courant en 2021, il y aura peut-être plus de contenu pour les vlogs et ça sera cool. Et surtout, moi, tout ce qui est vlog de voyage, tout ça, il y aura pas sur la chaîne parce que déjà, moi, le voyage, je conçois ça comme quelque chose où il faut profiter à fond. Et c'est pas avec une caméra vissée à ton épaule que tu vas profiter à fond. Et je suis pas du tout... Le vlog, j'aime bien, mais j'aime pas quand c'est trop... intimiste, du genre il y a des gens qui parlent de leur vie, ça me dérange pas et je l'aime bien, tu vois, au contraire, mais filmer partout où tu vas, tout ce que tu fais, si tu vas faire les courses dans tel magasin, tout, c'est pas du tout mon délire et moi j'aime pas du tout, ça fait télé-réalité, je déteste ça, donc voilà, typiquement les vlogs à la Nina Cool j'aime beaucoup parce qu'on parle d'elle mais en même temps elle protège vachement sa famille au niveau des visages, tu vois, je trouve que c'est quand même respectueux et c'est ça, tu vois, plus ce genre de vlog là que d'autres vlogs. Et j'en regarde de temps en temps, il y a des nanas que je regarde les vlogs depuis que je suis ado et je continue à regarder, mais jamais vous verrez ça sur ma chaîne. Ou sinon vraiment c'est que j'aurais changé, mais jamais où vous verrez ça, où je demanderai la permission et que ça sera dans un cadre vraiment littéraire. Mais sinon, non, pas ma vie. Ma vie est pas intéressante et elle concerne personne d'autre que moi. Ensuite, est-ce que tu prends des notes à la lecture? Alors non. J'en prenais... En fait, les notes, maintenant, pour moi, c'est signification de lecture, de travail ou de lecture de fac. En fait, je prends exclusivement des notes quand je travaille, voilà, ou à la fac. Sinon, quand je vous fais les updates lecture, tout est là-haut. En fait, je prends pas de notes. Tout est enregistré dans mon cerveau parce que j'aime bien quand c'est naturel. Je trouve que c'est aussi l'intérêt de la chaîne, c'est que ça soit naturel et pas trop guindé comme ça, où j'ai préparé tous mes arguments. Je pourrais le faire, mais le problème, c'est que si je le fais... Comme j'ai un parcours littéraire, j'aurais tendance à faire des choses assez littéraires et trop poussées pour que ça soit intéressant pour tout le monde. Moi, je veux que la chaîne elle reste accessible et que je donne envie aux gens de lire de la fantaisie, de l'imaginaire, et je pense pas qu'en étudiant la tournure de phrase du chapitre machin, en pointant tous les défauts et toutes les qualités, tu vois, je trouve que mes revues, elles sont bien comme elles sont, c'est-à-dire qu'elles sont un peu poussées, sans l'être vraiment, elles sont un peu poussées, mais pas non plus littéraires de ouf, elles sont accessibles et ça donne envie. Je suis pas là pour mâcher le travail non plus à tous, quoi, mais je trouve que c'est aussi parce que les avis, il y a beaucoup de gens qui prêtent attention à mon avis, mais comme si j'avais la parole de Dieu, tu vois. Dans le genre que parce que j'ai pas aimé, ils vont pas aimer le livre, ou parce que j'ai aimé,
ils vont aimer le livre. Et je suis vraiment pour que chacun se fasse son avis et prête pas attention vraiment à l'avis des autres, on va dire. Je prends pas de notes de lecture, je préfère que ça reste dans ma tête et dans ma réflexion. Alors parfois oui je galère, faut dire ce qui est, mais ça vient comme ça et me permet aussi d'être plus dans l'improvisation, dans la discussion, et ça m'aide plus au niveau du travail, par exemple quand je dois être face à quelqu'un, je dois présenter un livre par exemple, ou tu vois, c'est plus dans cette réflexion là que préparer un gros travail fouillé en amont. Je l'ai fait pour certaines vidéos, mais c'est pas ce que je préfère. Même moi, c'est pas quelque chose que j'adore faire parce que ça me rappelle trop le travail. En fait, c'est plus vraiment du plaisir, c'est du travail, tu vois. Ensuite, on a une question technique, je l'ai mis là parce que je savais pas du tout la mettre. C'est un jeune auteur qui publie sur Amazon via les e-books Amazon et qui demande si un éditeur papier traditionnel serait intéressé par ses écrits ou voilà, pourra le publier. Alors personnellement, moi sur les 3 normes, c'est hors de question. Je suis très claire avec Amazon, je critique pas du tout si vous publiez sur Amazon. En fait, j'en ai rien à faire personnellement, mais moi, dans la maison d'édition, c'est hors de question. Il y a des éditeurs comme moi qui boycottent Amazon, faut dire ce qui est, donc ils veulent pas en entendre parler. Il y a des éditeurs qui le font aussi, voilà. Après, c'est chacun à son rapport avec ça. Après, si t'as déjà été disponible à la lecture, je suis pas sûre que ça intéresse les éditeurs, parce que l'éditeur, il a besoin de nouveautés, et si des gens ont déjà acheté le titre, voilà, à part si t'en as pas vendu beaucoup, ça peut peut-être pas l'intéresser, mais tout dépend sur qui tu tombes et sur la vision de chacun d'Amazon, on va dire. Mais voilà, c'est comme ça. Moi personnellement, je le ferai pas, mais mon voisin le fera peut-être, tu vois. C'est peut-être le cas. Et je prie les auteurs publiés sur Amazon d'être cordial, parce que franchement, j'en ai beaucoup, des fois je reçois des mails d'insultes, ça sert à rien en fait. J'ai mon avis, ça va pas changer. C'est votre choix d'être publié sur cette plateforme et je peux très bien comprendre pourquoi, mais n'imposez pas votre vision aux autres, voilà, c'est votre choix, j'ai mon choix, chacun a son choix et je vous crache pas dessus, c'est juste un constat. Ensuite, regardes-tu les critiques avant ou après les livres? Jamais. Je ne regarde jamais... Alors bien sûr, je regarde des vidéos booktube, mais en fait, que la personne aime ou n'aime pas, je m'en fous un petit peu, en fait. Il y a des livres, alors c'est sûr, quand les gens aiment, je sais que Michaela, par exemple, quand elle aime des livres, ça me tente. Voilà. Mais en même temps, c'est pas ça qui va dire parce qu'elle a aimé ça, je vais acheter ça, ou l'olifant parce qu'elle a aimé ça, je vais acheter ça, ou n'importe qui. Non, je regarde, tu vois, même si je regarde des critiques, j'y prends pas compte parce que je préfère me faire mon avis exclusif et après non plus, parce que je vois pas trop l'intérêt d'aller voir les critiques des autres. À part si t'es pas capable de le faire toi-même, je sais pas, tout le monde a une pensée critique, je pense pas que t'aies besoin des autres pour avoir tes propres arguments et ta propre pensée, à part si tu veux te fondre dans un moule et penser comme les autres. Mais c'est ma façon de voir, hein. Je critique pas du tout les gens qui le font, mais moi je comprends pas en fait ce processus. Je pense que chacun est capable de réfléchir par soi-même. La seule fois où je regarde des trucs en rapport avec les livres, c'est quand il y a des problèmes ou des problématiques, comment dire, s'il y a des choses que j'ai pas compris dans le livre, pour creuser, tu sais, pour comprendre plus le livre. Mais en soi, si machin a pas aimé, après que moi j'ai aimé un livre ou qu'on n'a pas aimé tous les deux, je vais pas être la nana, aller sur les sites en disant bah je suis d'accord, j'ai pas aimé, ou je suis d'accord, j'ai aimé, tu vois. J'en ai rien à foutre. De toute façon, les sites de lecture, tout ça, je regarde pas du tout. Donc, moi, je suis vraiment une lectrice qui se fie à son instinct et qui se fie qu'à ses propres impressions, tu vois. Et je pense que c'est important aussi. Ensuite, on passe à des questions un peu plus larges, what the fuck, plus littéraires, on va dire. Plus autour de la fantaisie. Alors, une question cruciale. Du genre, c'est la question du monde. Pain ou chocolatine, on a Gérald dans son bain ou Jasquier, et bah la réponse va être très simple, c'est Gérald dans son bain avec Jasquier qui joue à côté. Oui non, Gérald dans son bain c'est un running gag sur cette chaîne, mais je sais pas, je l'ai mis sur Instagram, mais il y a une figurine qui est même sortie, hein. On est sur un délire où c'est même sorti la figurine. C'est une question, à quel âge as-tu lu ton premier Tolkien? Je devais avoir 9 ans pour mon premier Tolkien, c'est mon cousin qui me l'a prêté et j'ai dû lire le début avec les Hobbits et j'ai pas aimé, donc je les ai pas continués et je les ai découverts après, j'ai vu beaucoup les films. J'ai dû lire le Hobbit quand j'avais une quinzaine d'années, le Seigneur des Anneaux aussi, et moi je les ai relus beaucoup à la fac, j'ai vraiment à partir de 17-18 ans, et vraiment quand j'ai commencé les études littéraires, c'est là où j'ai commencé le plus, et en fait je regrette pas de les avoir pas lus trop jeunes, parce que je pense que quand on lit trop jeune, on passe à côté de plein de choses. Alors certes c'est fondateur, genre ça t'a permis, c'est un peu, tu vois, oh j'ai découvert la fantasy tout, mais des textes comme le Silmarillion, des textes comme Les Enfants de Hurin, tout, je pense que jeune tu passes à côté des qualités littéraires, tout ça, donc je suis contente d'avoir fait mon parcours littéraire avant, pour avoir toutes les clés en main pour comprendre après.
Voilà. Mais que tu découvres Tolkien à 70 ans, ça revient en dire c'est pas grave, chacun le découvre ou pas, on n'est pas plus fan que si tu l'as découvert à 8 ans que si tu l'as découvert à 80 ans, quoi. Ça reste la même chose. As-tu des grosses attentes livresques pour 2021 ? Oui. The Wind of Winters. On l'attend. George a promis. Mais George ment souvent, mais George a promis. J'attends le 4e tome de Scott Lynch, Les Salauds Gentilshommes, qui est aussi prévu a priori pour 2021. Et celui que je pense le plus improbable pour 2021, c'est donc Le Nom du Vent, la 3e et dernière partie. Voilà, c'est les 3, c'est la Trinité. Et si il y a la suite de Martyr d'Olivier Perru aussi, que j'attends beaucoup. Je suis pas sûre qu'elle sorte en 2021, mais c'est mes grosses attentes littéraires, c'est eux. Je trépigne d'impatience, quoi. Ensuite, c'est une question auquel je voulais répondre tout de suite, c'est est-ce que tu conseilles ton livre, donc La Gardienne du Chardon, à des gens qui sont en dépression ? Alors, c'est un livre qui parle de dépression et qui parle du suicide. Il y a des moments où c'est un personnage qui est extrêmement profondément en dépression, et donc ça parle de ça. Ça parle de ça de plusieurs manières, donc après, tu peux être en dépression et être totalement capable de lire des livres sur la dépression. Hein. Je pense que il y a des gens qui sont capables, il y a des gens qui sont pas capables. Mais je pense que c'est un sujet qui est important. Donc après, c'est en fonction de toi, si t'es trop sensible ou pas à la lecture de ça. Mais des retours que j'ai eu sur des gens j'ai eu des gens dépressifs qui m'ont fait des retours dessus. Pour eux, ça leur a vachement parlé, ils étaient très contents du tableau qui a été fait de la dépression parce qu'ils se reconnaissaient beaucoup dans les personnages. Donc voilà, donc je ne sais pas répondre à ta question. Ensuite, le genre littéraire que tu apprécies le plus après la fantasy, il y a plusieurs genres. Alors en plus, moi je suis pas du genre j'aime que la fantasy et rien d'autre, parce que je lis quand même pas mal de choses. J'adore le nature writing, donc typiquement c'est les livres qui parlent de la nature, Sylvain Tesson, tout ce genre d'auteurs, où dès qu'on a des gens qui sont dans la nature, qui se baladent, qui découvrent des forêts, moi j'adore ça personnellement. Et c'est un genre qui me marque, je suis vraiment très imprégnée dans ce genre de récit, je tombe dedans et ça me fait voyager. J'aime bien les romans historiques, faut dire ce qui est, et même la littérature blanche en fait, découvrir des auteurs, j'ai pas un genre spécifique en fait, à part la fantasy où vraiment je suis un peu monolithique parfois là-dessus parce que c'est vraiment mon genre de prédilection, et c'est les genres de l'imaginaire parce que je lis quand même beaucoup de fantastique, je lis parfois de la SF, je lis énormément de choses dans le truc de l'imaginaire, mais je suis pas fermée du tout aux autres genres, hein. Je suis ou Editis. Alors ce sont des grands groupes éditoriaux, ce sont les plus grands groupes éditoriaux en France. J'ai travaillé pour Editis, donc je vais dire Editis, j'ai jamais travaillé pour Hachette. Donc en soi leurs publications sont peut-être bien, mais moi j'aime bien savoir comment ça se passe aussi dans leurs entreprises. Voilà, c'est Editis pour m'en donner une chance pour avoir un stage, donc je leur remercie. Ensuite, comment tu te projettes dans quelques années, donc c'est une question difficile. Je sais absolument pas. Vu la situation actuelle, je ne sais pas. Je sais pas du tout. J'ai des projets, bien sûr, comme tout le monde, hein, mais j'aimerais bien que l'entreprise se pérennise. Je pense que tout le monde le comprend. Mais à part ça, j'ai pas de projet en soi. J'aimerais bien que la chaîne grossisse. Voilà, que dans 5 ans, je continue la chaîne, je pense, parce que j'adore ça. Donc pour l'instant, ça me lasse pas. Mais pour l'instant, on peut rien prévoir. Franchement, c'est vraiment la période où là on ne sait pas. Voilà tout. Ça m'a fait rire cette question, c'est quand viens-tu à Caen boire un verre, boire une petite bière ? Bah le Covid terminé, j'irai peut-être faire un tour à Caen, mais bien sûr on sera dans des lieux publics, hein, je ne vais pas chez les gens. Voilà, méfiance. Mais oui non bien sûr, après le Covid ça serait bien, et il y aura sûrement des dédicaces, mais pour l'instant, là faut un peu abandonner, hein. Ensuite, on passe à des questions plus personnelles, donc voilà, si ça vous intéresse pas, ça ne vous intéresse pas. Quelle est ta destination de vacances de rêve ? Alors, j'adore voyager, c'est une de mes passions principales dans la vie. J'adore ça, et je pense que j'ai fait ma liste des vacances où je veux aller. Je suis pas quelqu'un qui veut forcément des pays hyper exotiques, parce que même si ça me fait rêver, je pense à l'avion. Et à combien de temps on est dans l'avion ? Je déteste l'avion, j'ai le vertige, donc c'est compliqué. Et donc je voudrais retourner en Angleterre parce que ça me manque. Je voudrais aller à Bath, donc faire les Cotswolds parce que c'est magnifique et que je veux les faire depuis des années. Je prévois en 2021 d'aller à Brighton parce que j'aime beaucoup. C'est une petite ville côtière, donc en Angleterre. Je veux retourner en Écosse et en Irlande, faire ce qu'on n'a pas eu le temps de faire. Je suis tombée amoureuse de l'Écosse, profondément amoureuse de l'Écosse. Voilà. Et c'est pas pour Jamie, hein, mais vraiment pour le pays. Les paysages sont ouf. Et je voudrais faire le
Pays de Galles indépendant, voilà. Donc c'est vraiment le truc, le Pays de Galles me fascine. Voilà, donc dès qu'il y a le Pays de Galles à la télé ou un truc comme ça, je fais oh mon dieu. Voilà, c'est vraiment, je suis très anglo-saxon. Sinon, en pays autre, je voudrais beaucoup aller voir le Sahara. Je veux voir le désert dans ma vie. C'est une fascination. J'ai regardé Marrakech, voilà, je suis jamais allée, en fait, j'ai jamais traversé la Méditerranée. Donc voilà, vraiment ça et plus l'Asie. Alors même si j'adore, le Japon, c'est un pays qui m'a fascinée pendant très très longtemps. Parce que les gens n'y allaient pas beaucoup avant, je pense. Et en fait, maintenant, je vois énormément de vlogs, je vois énormément de trucs. Et c'est un pays qui me tente de moins en moins bizarrement. Je sais pas pourquoi. Je suis plus tentée par l'Asie, par exemple le Laos, ou ce genre de pays qui sont magnifiques en termes d'architecture et de culture. Voilà, toute cette culture ancienne et traditionnelle. Mais c'est bizarre pour le Japon, je comprends pas trop. Les États-Unis... Non, pour l'instant, c'est un pays qui ne m'a jamais tenté. Et c'est bizarre, hein, parce que c'est le rêve de plein de gens. Mais je voudrais aller au Canada. C'est mon rêve d'aller au Canada. Ça fait partie des pays où je veux aller. Mais c'est vrai qu'à part la Nouvelle-Orléans et le parc Harry Potter, sinon... et l'Amérique du Sud, ça m'a jamais tenté. Je suis pas... Voilà, on a tous plus ou moins des envies. Mais là, vraiment, ce qui me tente, c'est les pays anglo-saxons. Je suis dedans à fond. J'adore ça. J'adore ces paysages. Et la Nouvelle-Zélande, par exemple, me ferait beaucoup envie. Mais pour l'instant, c'est Pays de Galles indépendant. Parmi les lieux que tu as visités, lequel t'a fait plus penser à un univers de fantasy? Alors, il y a un lieu qui est magique. Vraiment, quand vous y allez, vous avez l'impression d'être dans le Seigneur des Anneaux, d'avoir des fées qui vont débarquer. C'est hallucinant. Et en plus, nous, on l'a traversé sans savoir à quoi ça ressemblait. Moi, j'avais juste entendu parler que c'était très beau, mais j'avais pas vu de photo, en fait, de ce lieu. Je n'avais jamais vu de photo de ce lieu avant d'y aller. Et quand on est rentré dedans, j'ai halluciné. C'est Glencoe, donc c'est en Écosse. En Écosse, il y a tout un réseau de bus qui est assez cher mais pratique. Et en fait, on devait passer une nuit ou deux à Glencoe. Et on a passé beaucoup plus de nuits à Glencoe que prévu parce que c'était magique. Mais vraiment, quand je vous dis que c'est magique, en fait c'est une espèce de cuvette où t'as la route comme ça et t'as c'est des espèces de montagnes vertes et de rocailles. C'est sublime. Je peux pas dire, je vais essayer de mettre une photo si je trouve gratuitement, mais Glencoe, c'est un des lieux les plus magiques que j'ai visité de ma vie. Vraiment. Et je crois que le deuxième lieu, mais ça c'est parce que c'est un lieu de tournage, c'est Glenfinnan, donc en Écosse, c'est le pont Harry Potter, donc vous savez où il y a le Polar Express qui traverse dessus, et quand vous vous retournez, c'est là où Dumbledore est enterré, donc le lieu est magnifique. Mais je pense que celui qui m'a le marqué le plus, c'est Glencoe, et de loin, même si l'Irlande en soi et l'Écosse, dès que tu vas un peu dans la nature, t'as l'impression d'être dans un pays totalement imaginaire, hein. Franchement, c'est hallucinant. Ton film préféré? Alors moi, j'ai pas un film spécifique préféré, j'aime beaucoup de films et j'ai mes films coup de cœur. Bon, je pense que un de mes films préférés, c'est Les Deux Tours du Seigneur des Anneaux. J'adore ce film, je l'adore. Voilà. Il y a par exemple Jurassic Park que je revois, il y a les Harry Potter, bref. Tous les films avec lesquels j'ai grandi. Mais c'est vrai que Le Seigneur des Anneaux, les Deux Tours me fascinent. Alors que c'est pas celui qui est le plus applaudi par la critique, mais j'adore celui-ci. Est-ce que tu joues aux jeux vidéo? J'ai joué beaucoup quand j'ai joué beaucoup. J'avais des consoles, j'ai une console. Le problème c'est que j'ai de moins en moins de temps et j'accorde de moins en moins de temps aux jeux vidéo parce que le problème c'est que dès que je joue aux jeux vidéo, et ça c'est un problème que j'ai eu à l'adolescence aussi, je suis très vite dépendante. Mais quand je vous dis très vite, c'est que même si je joue 2-3 fois après pour m'arrêter, c'est compliqué. Et avec mon métier et tout ce que j'ai à faire à côté, c'est pas compatible en fait. Et ma volonté de lire et tenir la chaîne, c'est pas compatible. Ce que je fais, et aussi parce que financièrement les jeux vidéo ça coûte cher, j'aime beaucoup regarder des lives de jeux vidéo. Je me mets de plus en plus à Twitch à regarder. Là dernièrement j'ai regardé le live de Jill sur Little Hope, donc qui est le 3e, on va dire, volume des mecs qui ont fait Hunting Down. Il y a eu Hunting Down, il y a eu un truc avec Maiden là, dans le sous-marin, et là il y a eu Little Hope sur l'histoire de Salem. Voilà, j'aime beaucoup regarder des lives comme ça de joueurs. Après je regarde pas non plus énormément, et j'aime bien quand c'est des lives où il y a des aventures pour certains jeux, tu vois. The Last of Us, tu vois, j'ai suivi les lives, tout. Mais y jouer, c'est pas compatible avec ma vie, quoi. Même si j'aime beaucoup ça, mais le problème c'est que j'ai joué un petit peu RPG quand j'étais ado et ça a été une catastrophe
franchement, tu sens la dépendance très vite, et c'est quelque chose dans lequel je veux pas retomber en fait. Là, j'ai pas réfléchi aux questions, mais il y en a une, c'est si tu devais dîner avec quelqu'un de célèbre, avec qui tu dînerais? Je pense que, je sais pas, il y a des personnages comme Victoria, en fait les grands, tu vois, le roi soleil, c'est genre, ils doivent être horribles, mais en même temps ça doit être passionnant d'avoir une vie où t'as eu autant de puissance, tu vois. Je veux dire, ces gens-là ont marqué l'histoire. Jeanne d'Arc, c'est bête à dire, mais j'ai pas réfléchi à la question, donc là, c'est des noms qui sortent comme ça. Et en musique, j'aurais énormément voulu rencontrer Kurt Cobain. Je pense que, comme beaucoup de gens, c'est quelqu'un dont je pense qu'on aurait appris beaucoup de choses, et j'aurais vraiment voulu parler de son rapport à la musique et tout ça. Mais sinon, en personnage célèbre, il y a que qui me viennent à l'esprit. Tu vois, comme Mary Scott, ou vraiment des rois et des reines qui ont marqué l'histoire, et ça serait super intéressant. Voilà. Ou des gens qui ont fait des conquêtes, dans le sens... non, pas Christophe Colomb, parce que lui, non. Mais des gens qui ont découvert des royaumes, qui ont découvert des contrées, voilà, voir un peu comment ça fait, en fait, de découvrir un nouveau monde, tu vois, de savoir. Si je m'écoute, il y aurait une grande tablée là, quoi, on aurait plein de gens différents. Si tu n'avais pas travaillé dans le monde du livre, dans quoi t'aurais travaillé? Alors ça, c'est une question, je sais tout à fait dans quoi j'aurais travaillé. J'aurais sûrement été ébéniste, parce que c'est un truc que j'ai voulu faire, que l'école a refusé que je fasse, parce que j'ai été dans cette période de l'école où quand tu avais des bons résultats scolaires, tu ne pouvais pas faire des études manuelles, et que on te faisait culpabiliser, ou qu'on crachait sur les études manuelles, donc forcément toi t'osais pas dire bah en fait non, je vais faire ça quand même. Donc voilà, j'aurais fait un métier manuel, hein, dans les arts. De toute façon, normalement à la base j'aurais dû faire des études d'art, c'est que j'ai fait le choix de pas en faire. Pour moi ça avait pas assez d'avenir, c'était pas assez concret, hein, en termes de qu'est-ce que je pourrais avoir comme métier après. Et voilà, donc ça aurait été un truc manuel, mais sûrement ébéniste, parce que c'est quelque chose qui me fascine et qui m'a toujours fascinée. Ensuite, une question trop mignonne. Est-ce que Biscotte te manquait quand tu vivais ailleurs? Alors j'ai vécu sans Biscotte pendant 2 ans. Bon, j'allais la voir de temps en temps, hein. C'était difficile au début, parce que avec elle, on est souvent tout le temps ensemble. Pendant toutes mes études, elle était là. C'est vrai que quand t'es en études, bah, souvent t'as des heures, tu travailles beaucoup chez toi quand même, hein. Surtout en lettres, on avait des heures où c'était moins comme au lycée ou au collège où t'as du 8h-17h, tu vois, ça fonctionne pas comme ça. Et donc être beaucoup avec un animal depuis des années, et d'un coup ne plus le voir, c'était compliqué. La présence d'un animal m'a manqué beaucoup pendant que j'étais toute seule en appart. Je pense que je suis le genre de personne qui a du mal à vivre sans animaux, parce que tout au long de ma vie, j'ai vécu avec des animaux, et que je compte vivre avec des animaux tout au long de ma vie, parce que j'adore les animaux en soi. Donc oui, ça a été dur. Ce qui est drôle, c'est que en plus, tu sais, les chats, c'est un peu vicieux, parce que dès que tu t'absentais, quand tu revenais le week-end ou des trucs comme ça, elle te faisait la gueule. Tu sais, elle te montrait qu'elle t'avait vu et qu'elle était en mode tu m'as abandonné, je ne te parle plus. Donc voilà. Maintenant, c'est ça. Donc non, même quand je la vois pas, ça me rend triste. Tu vois, dès qu'on rentre de vacances ou quand on va quelque part, dès que je vois Biscotte, je suis contente de la voir, quoi. Donc je pense que c'est naturel en fait que tes animaux te manquent. Et c'est un des trucs qui m'angoissait le plus quand j'ai déménagé toute seule. C'était est-ce que ça va pas trop me manquer, autant les humains que les animaux, tu vois. Et puis Biscotte me manque plus que certains membres de ma famille, hein. Comme chez beaucoup de gens, leur chat est plus important que certains membres, mais voilà. Un groupe de musique peu connu que tu suis. Alors moi je suis pas du tout, tu sais, je connais plein de gens qui sont en mode non mais tu sais, la musique mainstream, c'est pas du tout intéressant, il y a que les glandus qui écoutent je sais pas moi, Nirvana, Dua Lipa, le nouvel truc un peu pop là qui sort. Bref, je suis pas du tout comme ça, même au niveau des littératures. En fait, si les gens aiment les trucs un peu général, bah moi je vais peut-être essayer aussi, tu vois. Je suis pas le genre de personne à dire ah non, tout le monde l'a lu donc je ne lis pas, tu vois. Souvent je dis ah bah si tout le monde en parle d'un coup, je vais peut-être le lire un an ou deux après. Mais souvent je m'arrange à le lire avant, quoi. En général, quand tu vois qu'il y a des films qui sortent, tu te dis bon, je vais lire le livre avant qu'il y ait trop de gens qui en parlent. Mais c'est pas du tout ma façon de réfléchir, du genre en mode il faut absolument que je trouve le groupe que personne ne connaît, parce que c'est tellement hype et ça me donne un côté tellement profond et intelligent. Je vous dis ça parce que je connais vraiment des gens qui pensent comme ça, et c'est très saoulant à vivre, voilà. Vraiment, ça m'agace. Et en artiste... alors ce qui est drôle, c'est que Billie Eilish, avant qu'elle soit connue, moi Billie ça fait 7 ans, oui 6, à son premier album que je l'ai découverte, donc je suis hyper connue. Souvent c'est des groupes que, tu vois, comme Billie Eilish, tu les suis au début puis ils grossissent, donc ça c'est cool.
En rappeur, bon après en France j'entends jamais à la radio, il y a NF, donc qui est un rappeur, alors il est chrétien, j'ai appris ça, mais j'aime beaucoup son rap, j'aime beaucoup le rap américain, faut savoir, et c'est un peu dépressif, mais j'adore sa musique. En groupe un peu punk rock que j'écoutais adolescent, il y a Good Charlotte par exemple, que les gens, je connaissais pas grand monde qui connaissait Good Charlotte. C'est une genre de personne qui écoute beaucoup les mêmes musiques du genre. J'écoute encore énormément les musiques de mon adolescence, de mon enfance. J'écoute beaucoup de musique du rock des années 80, 90, 70. Bref, j'écoute beaucoup de vieux trucs. J'écoute pas forcément beaucoup de nouveautés parce que je me retrouve pas forcément dans ce qui est actuellement proposé. Voilà, c'est bête à dire, mais ça me touche moins. En rock, il y a, ça c'est un vieux groupe aussi, Seeker, donc Seeker, qui a fait des duos avec Evanescence, qui a repris une reprise de Caressless Whisperer. Voilà, c'est des groupes qui sont quand même connus. C'est comme le métal, j'en écoute beaucoup moins que j'ai écouté adolescente. Bref, j'ai pas vraiment de groupe à vous recommander parce que souvent c'est qu'une chanson, en plus c'est pas forcément l'album que j'aime en entier. Donc voilà, c'est souvent pas une erreur du parcours, mais du genre tu tombes sur cette chanson-là et ça. En ce moment, j'écoute aussi beaucoup The Neighborhood, tu vois, c'est des classiques, on va dire, c'est des choses qui sont assez connues. Il y a aussi un groupe qui s'appelle Two Feet, qui est sympa, que j'aime bien aussi, mais c'est des choses que vous avez sûrement déjà écoutées parce qu'ils ont sûrement eu des succès, ou voilà, c'est des musiques que tu entends sur internet. Mais celle que j'aime bien, bah là, ça fait un carton aussi, c'est Dua Lipa qui fait un peu des trucs des années 80 pop. Je trouve que c'est sympa, ça coupe un peu avec ce qu'il y a actuellement. Donc moi j'écoute énormément de genres différents, même si j'adore le rock et le punk rock, c'est ce que j'écoute le plus. Mais j'écoute beaucoup aussi de chansons un peu dépressives parce que j'aime bien ça aussi. Mais c'est sûrement des musiques que t'as déjà entendues, hein, en soi. Peut-être qu'un jour je ferai une playlist de ce que j'écoute, notamment en écrivant, mais souvent c'est les mêmes chansons et j'écoute beaucoup de musique de films ou d'ambiance. Les Disney, là en ce moment je suis à fond dans Le Bossu de Notre-Dame, voilà. Je fais la voix du juge Claude Frollo, je fais la voix du prêtre, je fais la voix du mec là qui chante au début les cloches de Notre-Dame. Bref, je fais toutes les voix, c'est une polyphonie. Ensuite, c'est tes activités en dehors de la lecture. Alors, j'ai pas tellement d'activités. J'ai été sportive quand j'étais jeune, je suis beaucoup moins. La flemme, j'aime bien marcher, voilà, les promenades, les voyages, c'est ça mes passions. Sinon, j'aime bien regarder les Twitch, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Et je regarde beaucoup de vidéos YouTube, hein, je regardais des séries. Bref, je reste quand même beaucoup dans la passion de la culture en fait. J'aime bien apprendre des choses, découvrir des choses et tout ça, donc ça reste lié. Sinon, une de mes passions, c'est regarder le rugby, et j'adore le rugby. Pas du tout le foot, mais en soi, oui, c'est la marche, découvrir des paysages, balader, bref, Enfin, c'est une question là sur l'écriture, mais je voulais en parler en dernier parce que je manque de confiance en moi. Comment fais-tu pour te motiver pour écrire? Alors, il faut le conseil que je donne toujours aux gens, même dans mon entourage, c'est n'écrivez pas pour être publié. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Écrivez uniquement pour vous, si vous avez envie de le faire lire. Vous avez envie de le faire lire. Si vous n'avez pas envie de le faire lire, vous ne le faites pas lire. Écrivez-le pour vous. Dites-vous que ça va vous faire du bien, que c'est thérapeutique aussi, et que la confiance en soi, bah, si c'est que pour vous, il n'y aura pas de problème. Un jour tu gagnes de la confiance, tu pourras le faire lire. Moi l'écriture je le vois plus comme un besoin. Dis-toi que si tu réussis pas, c'est pas grave de pas terminer un livre, mais essaye. Voilà, quand t'en as envie t'écris, quand t'as pas envie d'écrire. Te force pas et surtout n'hésite pas à regarder des vidéos qui conseillent d'écrire sans pour autant prendre tout ce qu'on te dit au pied de la lettre. Tu écris comme tu veux, comme tu le sens et surtout tu n'es pas obligé de le faire lire, de dire que tu écris. Ça peut être quelque chose pour toi si tu te sens pas assez en confiance pour ça. C'est le seul conseil que je puisse donner. Donc voilà, c'en est tout pour cette première partie de la FAQ. Je sens que la vidéo va être longue. Je le sens. J'espère que ça vous aura plu, que j'aurai répondu au gros des questions. Et j'ai pas répondu à toutes les questions. Est-ce que t'as lu tel livre ou tel livre? Parce que ça n'a pas d'intérêt en soi. Voilà, faut chercher sur la chaîne si vous voulez savoir si j'ai lu tel ou tel livre. Et je tiens encore à vous remercier pour les 15 000 abonnés, pour me suivre voilà, dans toutes mes multiples casquettes, d'être là, de me suivre sur Instagram, de discuter, voilà, on rigole bien,
d'être là à mettre des commentaires en vidéo parce que moi ça me fait plaisir d'avoir un retour, aussi d'échanger parce que c'est bien aussi que notre travail on dit si c'est bien ou si c'est pas bien, bien sûr toujours dans la cordialité, c'est important. On se retrouve bientôt pour le mois de décembre pour cette seconde partie de FAQ qui concernera les 3 normes, l'illustration, l'écriture, voilà des choses qui sont peut-être plus ciblées à un public et qui parlent moins de moi en soi que de l'expérience que j'ai dans mon travail, et je vous souhaite de très bonnes lectures et une très bonne journée.